Bonjour chers amis, salut à tous et à toutes. Je vous salue dès ce matin, donc nous sommes en début de semaine. J'espère que ça va bien sur votre lieu de travail, que vous avez passé un bon week-end en famille, entre amis, que vous avez pu vous promener un petit peu s'il ne pleut pas chez vous, parce qu'ici, bon, tout ce week-end, samedi, dimanche, il a plu pas mal. Bon, c'est comme ça, c'est le nord, hein. Bon. Alors nous allons commencer les dirigeants, des dirigeants post-révolutionnaires, si vous me permettez, chers amis. On va commencer par Paul Barras. Alors, qui était Paul Barras? Pour ceux qui ne connaissent pas le directoire et ni les dirigeants. Alors, Paul Barras, voilà, on va faire un petit briefing. Paul Barras, dit le vicomte de Barras, puis Paul Barras, tout simplement, non révolutionnaire, hein, tout simplement, puisqu'il était noble, né le 30 juin 1755 à Fox et mort le 29 janvier 1829, mais vous le lisez en même temps que moi, à Paris, dans le pays des fromages, hein, n'est-ce pas? Et puis le royaume des fromages. Bon, est un noble français. Oui, enfin bon, pays des fromages. Homme politique révolutionnaire, oui, ça. Général de la Révolution et de l'Empire, qui fut l'un des principaux directeurs de la Première République, je rappelle, hein, de la République, mais c'est la première, à partir du 31 octobre 1795 et jusqu'au coup d'État le 18 Brumaire en 8. Bon, qui correspond à quoi d'ailleurs, on va le voir ensemble. 8 Brumaire, samedi 9 novembre 1799, souvent abrégé en coup d'État du 18 Brumaire, organisé par Emmanuel Joseph Sieyès, un ancien curé, bon s'il en est, hein. Tout ça, vous voyez, l'Église et la noblesse se sont coalisés, une partie, hein, pas tous les nobles ni tout le clergé, mais ils se sont coalisés pour fomenter la révolution aux côtés de la bourgeoisie montante et très imposante, hein, le tiers-État, hein, pour, pour rappel. Voilà qui était donc cet homme, Paul Barras. Alors je reviens un petit peu en arrière brièvement, puisqu'on ne va pas aller trop loin, mais vous pouvez chercher ça sur Wikipédia, vous avez les sources, hein. Je vous les montre, voilà. Ok. Donc il est né, je l'ai dit. Alors qu'est-ce qu'on a à dire de lui par contre? Ben voilà, hein. Donc né le 1er novembre, je l'ai dit, 1795. Comment? 1795? Ça tient pas la route, ça. Né le 30 juin 1755, bizarre. Il y a une contradiction sur Wikipédia, chers amis, vous voyez. Comme quoi, hein, faut pas trop se fier aux sources officielles. Bon, bref, nous passons au deuxième euh, régnant, donc Louis-Marie de la Réveillère-Lépaud, là aussi certainement un noble. 1er novembre 1795, 18 juin. Ah, c'est le règne peut-être, voilà, oui. Le règne de Paul Barras, oui, c'est 1er novembre, début de mandat. Oui, voilà. Pas de règne, pardonnez-moi. C'était la Première République, donc ça n'a rien à voir. C'est plus le règne, c'est la présidence. Alors, Louis-Marie de la Réveillère, l'épaud également orthographié La Réveillère ou La Réveillère, né le 24 août 1753 à Montaigu, province d'Anjou, actuel département de la Vendée. Mort le 27 mars 1824 à Paris, dans l'ancien 11e arrondissement, est un homme politique de la Révolution, dite du pays des fromages. Il a exercé les mandats de député à l'Assemblée nationale, constituante à la Convention nationale du Conseil des 500. Tiens, qu'est-ce que c'était les 500? Ah, pas mal ça. Le Conseil des 500 est l'une des deux assemblées législatives. Ah oui, il n'y avait pas le Sénat encore à l'époque, hein. Lors de la Convention, le Sénat n'existait pas. Ça viendra, je crois, après Napoléon III, mais nous y reviendrons plus tard. Voilà, bon, j'abrège là. Vous avez la source ici, Wikipédia, je rappelle. Donc, à travers les noms des dirigeants que vous avez là, de la Convention. Le deuxième. Le troisième, Jean-François Rebel. Alors, en fait, une seule question me vient à l'esprit. Est-ce que, j'espère que vous vous interrogez aussi là-dessus, est-ce que Louis-Marie de la Réveillère, l'époux, était un noble? Je pense que oui, rien que le nom déjà à rallonger avec des traits d'union le rappelle. Bon, chers amis, j'ai oublié de vous dire aussi, abonnez-vous, partagez cette vidéo, mettez un pouce,
N'oubliez pas de liker, de partager et de faire un commentaire bienveillant de préférence, bien sûr, mais si vous avez une critique à faire, n'hésitez pas. Et puis pour les nouveaux, pardon, activez la clochette pour recevoir les vidéos dès qu'elles apparaissent en ligne. Donc on a vu Louis-Marie de la Réveillère de l'Épaule. Nous passons au troisième, Jean-François Rebelle. Qui était-il? Alors, début de mandat 1er novembre 1795, fin de mandat 16 mai 1799. 3 ans, 6 mois et 15 jours. Bon. Alors qui était-il cet homme? Jean-François Rebelle ou Rebelle, oui. Il signe Rebelle. Ah oui, pour faire rébellion, quoi. D'accord, ça je l'ai dit, il est né donc le 6 octobre 1747 à Colmar en Alsace et mort le 24 novembre 1807 dans la même ville. Est un homme politique et diplomate donc du pays du fromage, une figure républicaine modérée mais intransigeante de la Révolution et un de ses principaux acteurs. Alors, ils disent pas si c'était un noble, je pense que oui. C'était un noble, que le nom de l'Ancien Régime le rappelle un petit peu, chers amis. Mais vous verrez qu'avec le Premier Empire Bonaparte-Napoléon Ier, une nouvelle noblesse va apparaître, mais qui n'est pas reconnue par la noblesse ancestrale, empirique, j'allais dire, depuis Clovis. Bon, la noblesse révolutionnaire n'est pas reconnue, elle est reconnue par nos dirigeants actuels, mais elle n'est pas reconnue par la véritable noblesse descendante d'Henri IV, par exemple, qu'on appelle encore les Bourbons. J'en ai connu d'ailleurs, hein, je les ai rencontrés à Paris. Bon, c'est des gens merveilleux, quoi, par leur intransigeance, peut-être peu, un peu exigeant, mais c'est un petit peu compréhensible vu un petit peu les vexations, mais un petit peu compréhensible quelque part, parce que la Révolution, elle s'est faite avec la complicité d'une partie du clergé et de la noblesse. Elle ne s'est pas faite que de la bourgeoisie, comprenez. Quand on dit que ceux qui ont souffert de la Révolution au cimetière Sainte-Marguerite à Paris, je peux vous le dire, non, le cimetière Picpus, plus exactement, la plupart des tombes ou des fosses, ce sont des gens du peuple qui ont été guillotinés. Très peu de nobles, très peu au regard de la Révolution. En fait, les nobles, la plupart, c'est coalisé avec la Révolution. Des Robespierre, des Marat, des Danton, et on en reparlera plus tard de ces gens-là. Enfin non, c'est passé maintenant, j'aurais dû vous le dire avant. Bon, mais les Danton, c'était pas des dirigeants, hein, c'était juste des hommes de main du coup d'État contre le roi, Louis XVI. Ancien avocat pour ce qui est de Robespierre. Homme de lettres, mais j'en ferai un jour un petit briefing de Robespierre, parce que c'est un homme très intéressant à connaître. Même si on est monarchiste, royaliste, chers amis, à vous je fais appel à votre intelligence. Interrogez-vous, ne regardez pas l'histoire officielle, mais allez plus loin dans le règne de Robespierre. Vous verrez que ce n'était pas l'homme qu'on nous a servi comme étant un sanguinaire. Bon, il a été sanguinaire, c'est vrai, mais il a fait de bonnes choses. Pour ma part, il a fait des choses, notamment remettre à l'endroit la véritable histoire, on va dire pré-franque, c'est-à-dire des Gaulois, des Celtes et des Vikings. Il a rappelé notre véritable histoire. Très important. Robespierre était un homme de Montesquieu, hein, je rappelle, qu'il a précédé d'un siècle, et qui lui-même, Montesquieu, parle de la Gaule et des Celtes et des Atlants, qui sont les ancêtres de notre pays, n'est-ce pas? Et non pas simplement Clovis, qui d'ailleurs, Clovis, n'était pas un homme qui s'est converti. Mais bon, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. D'accord, 1, 2, 3. Alors, j'en passe en belge, j'en ai dit deux mots. J'arrive à Lazare Carnot. Alors là, c'est intéressant. Lazare Carnot, très intéressant. Lazare Nicolas Marguerite Carnot. Là aussi, alors lui, né le 13 mai 1753 à Nolay, donc pays des fromages, pardon, est mort le 2 août 1823 à Magdebourg, en Prusse. Prusse, c'est l'ancienne Allemagne. Les ancêtres, pas les ancêtres, mais en fait, dans Prusse, c'est à la fois l'Allemagne et l'Autriche. L'ancien royaume de Prusse est un mathématicien, physicien, officier et homme d'État français.
Député à l'Assemblée législative, puis à la Convention nationale, il est membre du Comité de salut public en 1793-1794. Son rôle dans les succès des armées françaises de la Révolution lui vaut les surnoms de Grand Carnot. C'est un grand homme d'État. C'est vrai que c'est un grand homme d'État, il est bon de le noter. C'est un homme pour qui, bon, même si j'approuve pas totalement la Révolution dans son ensemble, c'est quand même un homme, on va dire, de principe. Assez exigeant dans le déroulement de la Révolution, mais en même temps pas tout à fait pour les massacres, n'est-ce pas? Même s'il s'en valait un petit peu là, s'il y a quelques compréhensions ou débordements, c'était un homme assez sage et assez prudent, Monsieur Carnot. Voilà. Directeur donc en 1795, il joue un rôle politique dans l'opposition dure. Voilà, vous voyez. Et tous ces gens-là, tous ces premiers dirigeants, ont été écartés et beaucoup d'entre eux ont été guillotinés. D'ailleurs, les principaux révolutionnaires, les principaux, Danton, Robespierre, Marat, ont été tous, bon, Marat tué dans sa baignoire, comme vous le savez, par une femme pauvre qui s'est fait passer pour une servante. Bon, bref. Mais les autres ont été guillotinés. Curieusement, la Révolution a tué ses enfants. Presque tous. Pas seulement que le roi, la reine et le dauphin. Non. Ils ont tué aussi les pro-révolutionnaires mordicus, j'allais dire, si vous me permettez cette expression. Donc tous ces dirigeants, Carnot je ne sais pas, mais en tout cas, bon, la plupart ont été guillotinés. Bon, nous revenons en arrière. Donc 1, 2, 3, 4 pour Carnot. Alors, je vous demande pardon, j'ai un ouvrier qui travaille ici, donc je ne veux pas être trop lent. Je me dois quand même d'être un peu avec lui, quand même, c'est normal. Hein. Il ne faut pas qu'il se sente seul dans son travail. J'ai été moi-même un ouvrier, je vous le rappelle. Hein. Donc voilà. Alors le quatrième, Étienne François Le Tourneur, on va dire deux mots de lui rapidement. Étienne François Louis Honoré Le Tourneur, donc encore un noble, vous voyez, la plupart sont des nobles, hein, la plupart. Et c'est tous des révolutionnaires, tous. Et dirigeants de la Convention. On pourrait dire, mais enfin, des anciens nobles, ils étaient plutôt pour le roi. Ben non, non. Ils étaient pour le roi lors de la domination monarchique, mais dès que la Révolution a commencé à monter, ils se sont joints, non pas aux philosophes des Lumières comme Diderot, mais ils se sont joints plus tard à la Révolution. Bon, comme quoi, hein, vous voyez, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Alors, lui honorer le tourneur, également orthographier le tourneur, tout simplement non révolutionnaire, bien sûr, hein, en un seul mot, pardon, dit le tourneur de la Manche pour le différencier de son contemporain de la Sarthe avant, bien général et homme politique français, donc actif durant la Révolution, né à Granville, Mans, dans la Manche, et le 15 mars 1751 est mort à Laeken, en Belgique, le 4 octobre 1817. Il a dû fuir pour se réfugier dans un pays monarchique. Vous voyez, la Belgique est toujours un pays de monarchie, hein, je rappelle, même en 2024. Hein. D'accord. Même s'il y a un Premier ministre, on va dire libéral, mais enfin, la Belgique est un pays royal, hein, comme l'Angleterre d'ailleurs. Alors voilà, il entre à l'école de génie. Bon, écoutez, je ne vais pas être trop lent. Lazare Carnot, Étienne François de Tourneur, voilà. François Barthélemy, donc le cinquième. Alors, Balthazar François Marquis, vous voyez, Marquis, hein, comme quoi, de Barthélemy, né le 20 octobre 1747 à Aubagne, oh, près de chez moi, ça, tiens. Mort le 3 avril 1830 à Paris, est un diplomate et homme politique français qui fut l'un des directeurs de la Première République française. Il est ensuite comte de l'Empire, ah oui, ça sous Napoléon Ier Bonaparte, bien sûr, qui a pris le pouvoir en 1804, je rappelle. Et là, c'est en 1808 qu'il a été nommé comte, adoubé par Napoléon Bonaparte. Puis nommé père et marquis en 1817. Mais bon, c'est ce que je vous ai dit, c'est la naissance à cette époque de la nouvelle noblesse, coalisée à la bourgeoisie, au clergé qui a repris un petit peu du poil de la bête, mais qui, ma foi, s'accommodait avec la République et la Révolution. Hein. Donc tout ça, ça s'accommode bien. Mais c'est pas la vraie noblesse. Enfin, moi j'ai rencontré la vraie noblesse à Paris, c'est pas ça. Hein. C'est pas tout à fait ça. Quand on dit que Rothschild est un noble adoubé
par Bonaparte, Napoléon. Bon, écoutez, j'en souris un petit peu. Enfin bon. Alors François Barthélemy et le fils d'Honoré Barthélemy. Bon, écoutez, vous lirez le reste sur Wikipédia. Dernier donc de la lignée, donc pour aujourd'hui, c'est donc Nicolas François de Neufchâteau. Oh là là, avec un nom pareil, hein, écoutez, c'est quand même. Nicolas François, dit François de Neufchâteau, puis comte François de Neufchâteau, est un écrivain, homme politique et agronome français. Notez que quand même, ces gens-là, c'était des gens très cultivés, très instruits. Rien à voir avec les dirigeants à partir de Charles de Gaulle, hein. Bon, encore que Charles de Gaulle était assez instruit. Mais par rapport aux 4 derniers que nous avons, hein, bon, pas Mitterrand, Mitterrand était instruit aussi, mais bon, si l'on parle de Nicolas Sarkozy, comment dire, Jacques Chirac, encore que Sarkozy, Hollande et Macron, bon, passons. Alors, Nicolas François dit François de Neufchâteau, puis quand François de Neufchâteau, je l'ai dit, d'accord. Remarqué à Neufchâteau dès le collège pour ses poèmes précoces, ce qui lui vaut la reconnaissance de plusieurs académies. Issu d'une carrière, etc. juridique. Bon, vous voyez, des hommes très lettrés, très instruits, aucun problème avec nos derniers dirigeants actuels. Voilà, chers amis, je vous laisse poursuivre vos recherches. Je vous invite à faire un peu un travail de votre côté, parce que je passerai des heures et vous savez que YouTube n'aime pas les très très longues vidéos. Généralement, dès qu'on dépasse 20 minutes, on est un petit peu ralenti dans les algorithmes YouTube, Google, hein. Voilà. Donc, chers amis, je vous laisse à vos réflexions, à vos recherches. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, un bon courage. La vie est belle. Alors, soyez heureux en début de semaine sur votre lieu de travail, en famille, entre amis. Et nous nous disons à bientôt. Au revoir.